Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour et bienvenue dans Fréquence citoyenne, la première édition de l'émission proposée par le Conseil de développement de Nantes Métropole. Merci au passage à Euradio Nantes de nous offrir cet espace d'expression. Je suis Gabriel Vitré, je suis le secrétaire général de ce Conseil de développement. Un mot pour vous le présenter rapidement, c'est une assemblée consultative placée auprès de Nantes Métropole et dont la mission est d'assurer auprès des élus une expression des citoyens de ce territoire. En un mot, c'est un élément de ce qu'on nomme aujourd'hui la démocratie participative. Le Conseil de développement est présidé par Philippe Audic, qui est avec nous aujourd'hui et que je vous présenterai tout à l'heure. Il constitue aujourd'hui un réseau d'environ 300 personnes. Ce sont des gens qui n'exercent pas de responsabilité élective, ils ne sont pas élus, ils proviennent d'associations, de structures diverses, mais ils peuvent être aussi citoyens volontaires, personnalités qualifiées. Ces citoyens sont libres, ils sont autonomes et leur expression vient éclairer et enrichir ceux qui sont en charge de la décision publique, c'est-à-dire les élus. Précision importante, les membres du Conseil de développement sont bénévoles et ne bénéficient d'aucune rémunération. Mais plutôt que de vous infliger un exposé un peu long sur l'organisation du Conseil, je vous invite à vous rendre sur le site web du Conseil, www.nantes-citoyenneté.com. Vous y trouverez toute l'information nécessaire et plus simple encore, vous pouvez passer nous voir dans nos locaux au rez-de-chaussée de la Tour Bretagne, juste à côté du CCO. Nous vous y recevrons volontiers, le café est chaud jusqu'à midi. Venons-en au contenu de cette première émission. Donc le Conseil de développement s'est associé à un vaste projet de réflexion sur l'avenir qui est plus connu à Nantes sous l'appellation de Ma Ville Demain. C'est bien normal qu'un dispositif de participation citoyenne s'associe à cette démarche, mais nous avons souhaité le faire en apportant un regard un peu décalé. Nous disons volontiers que nous sommes un peu le festival off de la démarche Ma Ville Demain. Donc le Conseil est mobilisé avec tous ses membres sur une projection à l'horizon 2030 et bien évidemment la question du développement durable est au cœur des débats. Ça semble aller de soi et pourtant est-ce toujours bien aussi clair ? Depuis plus de 25 ans, le concept de développement durable a pénétré toutes les sphères de la vie publique. Mais c'est quand même pourtant devenu un mot valise dans lequel chacun met un peu ce qu'il veut. Un peu de climat, un peu d'énergie, un peu de limite des ressources naturelles, un peu d'économie sociale et solidaire. Mais pourtant la question de fond reste toujours posée et reste toujours aussi, à mon avis, sans réponse. Comment prépare-t-on l'avenir des générations futures en tenant compte des limites d'une planète qui est déjà bien sollicitée et qui doit répondre aux besoins de 7 milliards d'habitants, lesquels demain seront 9 ou 10 selon les démographes. Ce débat n'est pas mince et il n'est pas toujours très serein. Il est d'autant moins serein que nous sentons tous qu'il se passe quelque chose, que nous ne maîtrisons pas et que l'avenir ne se dessine plus tout à fait avec les mêmes outils. Et on sait bien qu'il ne suffira pas d'éteindre la lumière en sortant pour résoudre le problème de l'approvisionnement énergétique. Tout qu'il sera sans doute vain de baisser son chauffage d'1 ou 2 degrés pour limiter les émissions de CO2. Les enjeux sont beaucoup plus vastes. Ils ne se limitent pas aux frontières de Nantes, ils sont planétaires. Alors évidemment, le Conseil n'a pas de réponse à lui tout seul sur une thématique qui est aussi large et qui mobilise autant d'experts. Mais faute de réponse, on a au moins quelques questions. Et ces questions, elles sont celles de citoyens qui ont des expertises d'usage, qui ont une vie quotidienne, une vie sociale, une vie professionnelle, une vie familiale, à partir de laquelle ils peuvent tirer un certain nombre d'enseignements. Et c'est de ces questions que nous allons débattre aujourd'hui avec nos invités. Elles tourneront pour cette heure que nous passons ensemble autour de 2 points essentiels. Le premier point, c'est notre modèle économique est-il adaptable aux nouveaux défis ou est-ce qu'il faut totalement changer de paradigme ? C'est pas un point mince. Et le deuxième point, c'est les changements de mode de vie qui pourraient intervenir dans les décennies qui viennent. Seront-ils acceptables par les citoyens, notamment ceux qui vivent dans les pays développés et particulièrement en Europe? D'où le titre de cette émission, Développement durable, question d'économie ou de démocratie. Peut-être qu'il est question un peu des deux. Alors pour évoquer ces questions, deux invités, d'abord Philippe Audic. Il est le président du Conseil de développement depuis 2008. C'est une personnalité qui est bien connue à Nantes. Il préside aussi aux destinées du CCO, le Centre de communication de l'Ouest, et à celle des heures d'été, des rendez-vous de l'Erne. Il est vice-président du Conseil économique et social régional, président de l'école Polytech. C'est un tout jeune retraité dont la carrière a été placée sous 2 angles. Celui de l'énergie, comme cadre supérieur à EDF, et celui du développement économique, comme directeur pendant 10 ans de l'Agence de développement économique de l'agglomération nantaise. Et puis, deuxième invité, Pierre Biche.
Il est membre du conseil de développement, lui aussi, depuis 2008. Il a même déjà exercé dans un conseil de développement ailleurs, puisqu'il était membre de celui d'Angers. Donc, il a déjà une pratique importante de la participation citoyenne. Et au sein de ce conseil de développement, il anime avec Richard Marty une réflexion sur les enjeux du développement durable. Je crois que sa formation, c'est ingénieur agronome. Il a occupé un certain nombre de postes dans sa carrière, je pense aussi à l'étranger. Et sa dernière fonction, ce qui fait qu'il est aussi, lui, connu à Nantes, était celle de délégué régional de l'ADEME. L'ADEME, il nous précisera, étant l'agence pour la maîtrise de l'énergie, de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Voilà, merci pour la précision. Alors, la première question que je voudrais vous poser à tous les deux, vous êtes des spécialistes, vous connaissez bien tous les deux les discours sur le développement durable. Dans tout ce qui est dit ici ou là, et il est dit beaucoup de choses, qu'est-ce qui vous semble essentiel et qu'est-ce qui vous semble anecdotique, Philippe Audic? Alors j'ai envie de répondre que il me semble que pour le moment, on reste encore, s'agissant du développement durable, sur un discours qui relève de la philosophie, et, évidemment qui interpelle nos sociétés, qui interpelle notre modèle de développement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais pour moi, la question essentielle, c'est comment on passe du discours philosophique qui imprègne aujourd'hui effectivement nos échanges et qui sensibilise, je pense, la plupart des citoyens, comment on passe de ce discours philosophique à un changement dans nos comportements, un changement éventuellement de modèle économique et peut-être plus globalement un changement de modèle de société. Donc voilà ma remarque par rapport à cette question, sur ce qui est essentiel, c'est le passage du discours philosophique à réellement des changements au niveau de notre modèle de société, notre modèle économique. Et qu'est-ce qui semble anecdotique finalement? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissent un peu futiles finalement dans ce discours? Dans cette question du côté futile, ça a été très bien résumé dans l'introduction que tu as faite, c'est-à-dire, voilà, est-ce que éteindre la lumière en sortant change fondamentalement les choses ou pas? Et en même temps, c'est peut-être le futile ou l'anecdotique qui, à un moment, peut qui peut générer des changements de comportement et peut-être, au bout du bout, aller vers des modèles qui sont différents, des modèles de société, encore une fois, des modèles économiques qui peuvent évoluer. Si je résume grossièrement votre position, c'est de dire finalement on est plus dans un débat de civilisation, en tout cas de changement de civilisation, que sur un débat qui est strictement environnemental. Pierre Biche, vous partagez ce sentiment ? Je crois que c'est une question complètement fondamentale, mais peut-être qu'avant, je voudrais répondre à la question initiale pour dire que dans ce fatras de mots, la crise, les questions internationales, bon voilà, je crois on est en train de vivre un changement important, c'est celui de l'émergence des questions environnementales dans tous les débats, sur notre avenir. Voilà. Ça, je crois qu'il faut rappeler ça parce que on entend par exemple ces temps-ci dire mais la crise remet en cause la question du développement durable. Mais pas du tout, au contraire. L'émergence de la crise, qui est un peu un mot valise, cache justement un certain nombre de questions fondamentales, dont celle de l'émergence des questions environnementales dans nos vies quotidiennes et dans notre avenir. Voilà, ça c'est une première chose. Le deuxième élément, c'est pour la première fois, je crois, de cette manière-là, les questions se posent à l'échelle mondiale. Et pour reprendre ce que disait Philippe à l'instant, cette espèce de passage dans la vie quotidienne, il nous concerne, il me concerne, moi, comme il concerne ou comme il devrait concerner l'Indonésien du fin fond de sa campagne ou le Chinois du fin fond de sa montagne. Voilà. Personne dans le monde, qu'il le sache ou non, n'est à l'abri de ces questions-là. Et voilà, ça c'est un changement qu'on commence à percevoir et qui est tout à fait énorme.
Et qu'est-ce qui vous semble anecdotique là aussi, ou futile, ou en tout cas décalé par rapport? Je ne sais pas ce qui est anecdotique. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de développement futile, mais enfin autour de ces questions-là. Est-ce qu'il faut s'en offusquer? Je suis pas sûr. J'ai lu ce matin avant de venir une petite chose qui finalement m'a plu. C'est on disait les choses auront changé à partir du moment où on pourra développer de l'ironie sur ces questions-là. Mais je crois que moi je partage assez ça, parce que voilà, si on est capable de prendre ces choses-là au sérieux et en même temps avec suffisamment de distance et d'humanité, je dirais, on a gagné. Ce que vous dites sur l'ironie est intéressant et on peut vous poser la question à tous les deux. Est-ce qu'il est vraiment possible de faire autant d'ironie que ça sur le développement durable aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de politiquement correct aussi dans la définition du mot? Alors, Philippe, je commence et tu compléteras. Dans la vie courante, après avoir été un promoteur acharné de l'idée de développement durable, dans la vie courante, je finis par me méfier beaucoup de cette expression parce que justement, elle permet n'importe quelle interprétation, n'importe quelle auto-justification. Et ça, c'est tout à fait mortel. Je crois qu'il y a une chose qui est énorme, enfin, qui est fondamentale dans cette affaire, c'est on est sérieux dans ce domaine-là, on est sérieux. Je veux dire qu'on est crédible plutôt que sérieux. À partir du moment où on soumet nos propres pratiques au regard des autres. Voilà, ça change des choses. Philippe Audy? Oui, alors, sur peut-être en réaction à ce qu'a dit Pierre depuis tout à l'heure, il a parlé beaucoup d'environnement. Incontestablement, c'est un des éléments que nous avons à prendre en compte. On l'a dit, notre planète est finie. Et il faut évidemment qu'on raisonne par rapport à ces limites. Mais en même temps, je pense qu'une des questions fondamentales, c'est aussi la question des besoins des hommes dans nos sociétés. D'ailleurs, la définition qui est maintenant communément retenue autour du développement durable, celle de Madame Brundtland, c'est celle d'assurer les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures. Mais de quoi parle-t-on quand on parle des besoins ? Est-ce qu'on est crédible quand on parle d'une problématique mondiale et planétaire, quand dans nos sociétés, certaines parties de la population n'ont pas leurs besoins simplement élémentaires satisfaits? Donc, j'entends le propos de Pierre sur la question de l'environnement. Je pense aussi que nous avons à nous interroger sur la cohésion sociale dans notre société. C'est un des éléments qui me paraît important derrière cette notion du développement durable. Merci Philippe Audy. Donc ça fait la transition avec notre prochaine question sur l'économie. Mais avant, on écoute un peu de musique. Je crois que c'est Minor Majority. Try me again now. You see I'm okay now. Nothing is broken. Nobody's hurt. If you try me again, I might work. If you try me again, I might work. Try me like someone that you can rely on, someone you could get high on, somebody sweet. If you try me like that, I might work. If you try me like that, I might work.
Fréquence citoyenne. Philippe Audic, vous avez évoqué la question de la crise sociale, ce qui nous amène à parler un peu économie, ce qui est quand même un des thèmes de cette émission. Il y a un discours politique ambiant qui affirme volontiers qu'il va falloir changer de modèle économique. Et en général, quand un élu prononce cette phrase, il prend un ton un peu solennel. Nous devons changer de modèle économique. Vous en pensez quoi sur le fond? Est-ce qu'on a autant de modèles que ça finalement en réserve, ou est-ce qu'on est en train d'en construire un en marchant, ou qu'il y a quand même de grandes incertitudes dans tout ça? Et puis après on parlera un peu de la question européenne là-dessus. Mais quand on dit on va changer de modèle économique, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Est-ce qu'on a quelque chose de rechange? Philippe Audic. En tout cas, il me paraît difficile de changer brutalement de modèle économique. J'ai amené ici ce matin un papier que j'aime bien relire de temps en temps, qui est le discours d'un chef indien qui portait le nom de Seattle. Alors Seattle, c'est la ville jumelée de Nantes. Il a prononcé ce discours en 1854 devant un représentant de Washington qui venait lui expliquer qu'on allait lui acheter ses terres. Et bien sûr, on allait lui en laisser une partie pour que son peuple et lui puissent vivre. Et dans ce discours, il y a des choses qui me paraissent tout à fait intéressantes à relire et qui montrent qu'ils étaient dans un autre modèle de développement, un autre modèle de société. Je vais reprendre simplement la première phrase du chef Seattle au représentant du grand chef de Washington, comme il disait. « Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur et la terre ?» Première question, première interpellation. Un petit peu plus loin dans son discours, il dit « Nous savons au moins ceci, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. » Alors, ce discours est intéressant et il explique bien sûr dans tout son discours finalement quel est le modèle de leur société et comment eux sont en symbiose quelque part avec leur terre et comment c'est inimaginable pour eux d'être propriétaires de leur terre. Alors, je dis ça tout simplement pour, je pense, constater qu'on ne changera pas notre modèle de société, on ne reviendra pas sur un modèle comme celui qu'explique le chef Seattle en question. Par contre, vraisemblablement, nécessairement et inéluctablement, nous allons devoir changer notre modèle, le faire évoluer. Je pense que peut-être un petit peu plus tard dans l'échange, nous aurons à échanger autour de la manière dont on peut faire évoluer ce modèle. Je pense notamment, vraisemblablement, que, il faudra s'interroger sur le coût d'un certain nombre de biens, qui sont des biens essentiels pour l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure. L'homme a des besoins fondamentaux. Il faut qu'il puisse, tout homme doit pouvoir vivre dans une société en assurant ses propres besoins fondamentaux. Et puis il y a d'autres besoins, peut-être qu'ils sont un peu moins fondamentaux, un peu plus superficiels ou superflus. Et peut-être que ces besoins-là, il faudra changer notre approche par rapport à ces besoins. Je vous relance un peu sur cette question-là, parce que vous parlez de question de superflu. Je ne voudrais pas citer des grands auteurs, mais Voltaire disait que le superflu était la chose la plus nécessaire. Et finalement, est-ce qu'un modèle nouveau, ou le modèle vers lequel on va, on est sur des modèles un peu, je dirais, plus restrictifs, ou en tout cas moins consommateurs, c'est ça que vous voulez dire? Oui, inévitablement, puisque il est question là des réserves limitées de notre planète qu'il va falloir mieux gérer dans le futur et dans l'avenir. Donc quelque part, un des moyens sans doute les plus efficaces pour mieux gérer ces réserves qui se limitent, c'est la question du prix. Est-ce qu'aujourd'hui l'énergie est assez chère? Tout en disant, ou en rappelant ce que je disais tout à l'heure, l'énergie est indispensable pour assurer un certain nombre de besoins fondamentaux, de besoins élémentaires. Donc quelque part, il faut trouver
des modèles qui permettront de satisfaire les besoins élémentaires de tout homme au sein de sa société et en même temps dissuader les excès et les surconsommations qu'on pratique encore aujourd'hui dans nos sociétés. Bon, en sachant après que je parle ici, là où je suis, dans une société qui est considérée comme développée, évidemment les besoins d'un citoyen ici à Nantes sont pas tout à fait les mêmes que ceux du citoyen africain ou subsaharien en termes de besoins élémentaires, même en termes de besoins élémentaires ou secondaires. Hein. Pierre Biche, sur cette question du modèle, du changement de modèle, de l'évolution, de l'adaptation, qu'est-ce que... J'ai envie d'enchaîner sur cette question du superflu, et en écoutant Philippe, il me venait une question qui était de savoir si le problème de fond, c'est pas justement de cerner qu'est-ce que c'est ce superflu, comment on le définit. Il y avait un exemple tout bête qui me venait à l'esprit. Qu'est-ce qui est superflu? Est-ce que c'est la capacité à passer 1 heure devant mon nouvel écran de télévision 3D, ou bien est-ce que c'est la capacité de passer 1 heure à discuter avec les enfants ou les petits-enfants? Voilà. Entre les deux, qu'est-ce qu'on choisit comme superflu? Alors ça, c'est une image un peu facile, mais je crois que elle met en évidence, ou elle illustre un petit peu ce que Philippe disait, c'est-à-dire que on est confronté et collectivement et individuellement, et c'est ça qui est intéressant à un certain nombre de questions, alors qu'il faut essayer de vivre. Ne nous cachons pas derrière des trucs qui vont pas, qu'il faut essayer de vivre avec avec légèreté et avec le sourire. C'est pas au niveau de chacun d'entre nous, on a droit aussi à des dérapages. Je veux dire, bon, voilà, le superflu, c'est aussi ça. Enfin, le superflu à ce niveau-là est un petit peu synonyme de liberté individuelle, et c'est très bien comme ça. Simplement, il faut aussi être un petit peu en même temps un peu conscient de ce qui nous permet finalement de définir notre propre superflu. Voilà. Ça, c'est une digression un petit peu, c'est peut-être un peu une digression, mais je crois que c'est quand même intéressant. Je voudrais revenir sur la question d'une manière un petit peu plus générale. Je pense que collectivement, ce qui nous trouble, c'est justement, pour revenir à ta question initiale, la disparition de ce qu'on considérait jusque pas si longtemps comme étant les modèles alternatifs. Alors on a vécu, nous, sur la tension entre le monde libre ou libéral et le monde communiste, et cette espèce de tension nous a organisé la vie du monde, mais aussi notre vie individuelle, qu'on le sache ou non, de façon très très forte, et chacun d'entre nous portait une part de rejet, une part d'attrait pour ces modèles alternatifs. Ce modèle dit alternatif, il n'existe plus. Ça, il est complètement disparu, et il n'y a rien, il n'apparaît rien de crédible ou de défini pour le remplacer. Et ça crée une espèce d'angoisse, une espèce de désarroi individuel et collectif. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? Moi, j'aurais tendance à considérer que non, à condition qu'on soit capable, encore une fois, j'insiste beaucoup sur cette dimension-là, de prendre cette affaire-là, de prendre cette question-là avec, avec la liberté, la légèreté et le sérieux qui sont tout aussi nécessaires l'un que l'autre. Ce que vous faites tous les deux, là, c'est en fait une critique de la société de consommation. Enfin, dans vos propos, c'est ce qu'on entend un peu. Est-ce que le changement de modèle, c'est seulement ça? Ou est-ce qu'il y a quand même une autre organisation économique, une autre organisation sociale vers laquelle on serait obligé d'aller après? Vous avez parlé de la dualité, capitalisme, socialisme, etc. Qu'on le veuille ou non, on a vu le triomphe du capitalisme depuis un certain nombre d'années. Et c'est peut-être ça qui fait cette interrogation derrière. C'est-à-dire que le modèle, on le voit pas, on le dessine pas, ou on voit qu'il y a des références à des anciens modèles, ou qu'il y a des mélanges, ou qu'il y a du nini, un peu de ceci, un peu de cela, mais du point de vue citoyen, c'est pas forcément très très clair. Est-ce que dans votre tête, c'est aussi clair que ça?
Non, c'est pas clair. Enfin, il y a pas de. Philippe, je réponds directement. Non, mais il y a des choses. Il y a des signaux qui apparaissent. Alors, celui qui est le plus évident actuellement, c'est ce qui se passe autour des indignés. Je sais pas ce que ça va donner, ce truc-là. J'en sais rien. Mais ce qui est un phénomène tout à fait important, c'est que les puissants de quelque nature ou de quelque origine que soit leur puissance commence à se poser un certain nombre de questions sur cette espèce de cancer des indignés qui se développe à travers le monde et dans des contextes économiques et sociaux extrêmement divers sur la même question qui est non. Voilà, non. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Est-ce que ça va prendre... Alors, il y a eu d'autres exemples dans l'histoire relativement récente, autour des mouvements alternatifs divers et variés, ou altermondialistes divers et variés. Est-ce que ça va prendre forme politique au sens traditionnel du terme? Je ne suis pas sûr du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ça pèse déjà dans la manière dont on gère les affaires publiques et que ça va continuer à peser, parce que l'autre phénomène qu'on n'avait pas évoqué, mais que tout le monde a un petit peu en tête, c'est le fantastique développement des moyens de communication et les effets du numérique qui donnent une puissance colossale à ce mouvement-là. Philippe Audic, vous aviez parlé de la crise tout à l'heure et des effets de la crise. Est-ce qu'un nouveau modèle, ou en tout cas des nouveaux modèles ou de nouvelles manières de faire peuvent aider à sortir de cette crise, et est-ce que cette crise, finalement, c'est une opportunité pour changer ce modèle avec les dégâts que ça peut faire? Oui, alors je crois que c'est en chinois, me semble-t-il, que le terme ou l'écriture du mot crise est à peu près la même que l'écriture du mot opportunité. Donc, de toute façon, effectivement, dans une crise, il y a forcément des opportunités. Alors, je crois incontestablement que la crise pose la question de nos modèles de société, comme on l'a indiqué. Pierre a évoqué le mouvement des indignés. Moi, je crois que il y a deux façons sans doute d'aller vers des changements de modèle de société. Ça peut être des façons brutales, du type révolution. On a parlé tout à l'heure des besoins. On est dans des sociétés dites développées, mais où certaines catégories de population, et qui ne sont pas marginales, ont même du mal à assumer les premiers besoins élémentaires, qui sont ceux de se nourrir correctement, de vivre décemment, d'avoir un toit. Et même dans nos sociétés développées, il y a une partie de la population qui n'est plus dans cette situation-là. Donc, soit on est sur des mouvements violents, et peut-être que les indignés sont les prémices de ce type de mouvement, ou soit on est capable d'adapter, de faire évoluer nos modèles actuels pour garder une certaine cohésion sociale et assurer, y compris dans nos sociétés développées, tout le monde puisse vivre correctement. On va écouter un peu de musique avant de continuer. Je crois que c'est Lady Laclily. Friday on stage developed. And 10,000 being such a day.
vegetated human being called me. Can never smoke these screws diving. My best friend had gasped until I was burned. As a result, my voice is unpleasant. As a result, my voice is unpleasant. As a result, my voice is unpleasant. Fréquence citoyenne. On a beaucoup parlé économie, on a parlé crise économique, crise sociale, crise financière. J'aimerais qu'on parle un peu d'Europe, qui elle connaît elle aussi une crise qui est pas mince. Est-ce que dans cette question de définition d'un nouveau modèle, est-ce que l'Europe finalement c'est une chance d'aller plus loin, d'aller plus vite? Est-ce qu'il y a des choses en Europe qui se passent qui sont plus intéressantes qu'en France? Enfin, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que l'Europe c'est finalement la bonne échelle pour agir? En tout cas, une des échelles. Philippe Audic. Oui, incontestablement. On l'a dit, on est sur des problématiques mondiales. On est dans une économie mondialisée. On le vit actuellement complètement, avec des systèmes de gouvernance sans doute aujourd'hui dépassés d'ailleurs par la crise qui nous impacte. Et on voit bien d'ailleurs que par rapport à cette propre crise, l'Europe n'a pas les bons... n'est pas aujourd'hui construite de façon tout à fait satisfaisante pour apporter au moins des solutions européennes aux problèmes et aux questions posées par la crise. S'agissant de développement durable, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce qu'on fait sur un territoire, si on parle de changement climatique, si on parle de gaz à effet de serre, évidemment qu'on est dans des logiques qui dépassent nos territoires locaux ou nos territoires nationaux. Il s'agit d'une problématique planétaire. Et donc, de ce point de vue-là, me semble-t-il, plus on aura des systèmes de gouvernance au moins continentale, mieux peut-être nous serons à même d'agir. Donc je pense que plus d'Europe, avec une gouvernance peut-être plus citoyenne ou plus proche des Européens, des habitants du continent, me paraît un des éléments de la solution. En tout cas, je constate que la question du développement durable, c'est où est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence par le haut ou est-ce qu'on commence par le bas, par le citoyen? Alors très vraisemblablement par les deux. Aujourd'hui, on a des citoyens, une partie des citoyens, je pense, qui sont convaincus qu'il faut changer son comportement et qui font des efforts pour changer son comportement. Alors c'est sans doute une partie qui reste encore marginale. Je ne suis pas sûr qu'au niveau de nos gouvernants, et de nos instances, on est bien encore changé les politiques. Je fais simplement référence aux derniers chiffres publiés par le GIEC, qui montrent que depuis 2 ou 3 ans, alors que nous sommes en pleine crise, la production de gaz à effet de serre a évolué de façon très importante au niveau mondial, et même en Europe, qui a pourtant des politiques ambitieuse de ce point de vue-là, la croissance de la production de gaz à effet de serre est repartie à la hausse depuis 2 ans. Voilà, donc je pense que l'Europe, c'est à la fois un problème et une solution. C'est sans doute un problème aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la gouvernance qui va correctement, mais c'est probablement la solution. Il faut donc la faire évoluer pour aller vers la solution et quitter le problème, si je puis dire. Pierre Béche, la question de la gouvernance européenne, c'est un poids, c'est un boulet? En tout cas, je rejoins complètement Philippe pour dire que c'est un horizon totalement incontournable, ça c'est très clair. Mais je voudrais d'abord rappeler que dans notre histoire récente, l'Europe a été le cadre d'avancées assez spectaculaires dans un certain nombre de domaines. On peut citer la question autour de l'environnement principalement, mais pas que. On peut citer la question des déchets, la question de l'approche sur
la gestion du climat ou de l'énergie et un certain nombre d'autres thèmes. Donc, c'est d'autant plus devant nous comme une perspective d'avenir qu'on sait que déjà dans l'histoire, ça nous a permis de faire avancer des choses et des choses qui généralement étaient bloquées quand on approchait les choses à l'échelle de notre territoire national. Donc voilà, il y a un mouvement qui est engagé là-dessus. Deux autres approches. N'oublions pas que sur les 7 milliards d'habitants que nous sommes sur notre planète, paraît-il, ces temps-ci, il y en a, grosso modo, on va dire 1 milliard qui sont très directement les bénéficiaires du développement économique, du modèle de développement économique dont nous sommes les porteurs, les promoteurs et donc en même temps les bénéficiaires. 1 milliard sur 7 à peu près, pour être un petit peu rapide. Ce milliard d'habitants, nous en représentons grosso modo un tiers, nous l'Europe. Voilà. Nous avons de ce fait-là une responsabilité tout à fait particulière qui est liée à notre richesse, à notre aisance, à notre capacité intellectuelle à développer des choses. Nous avons une responsabilité forte pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi à l'échelle de l'ensemble de la planète sur ces questions-là. Nous avons aussi, du coup, un certain nombre de problèmes spécifiques à prendre en compte. Philippe en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais je crois que ça renforce l'idée que voilà, on peut pas si on cherche vraiment à être efficace et sérieux, on ne peut pas se défaire, enfin prendre de la distance par rapport à ce qui est quand même notre communauté historique et notre communauté de situation. Voilà. L'essentiel enfin, on pourrait dire plein d'autres choses sur cette question-là. Je redis pour mémoire la grosse question de gouvernance qui se pose au niveau de l'Europe actuellement, mais c'est une question très, très fondamentale par rapport aux questions que nous évoquons. Après les questions européennes, moi j'aimerais vous ramener un peu dans votre jeunesse, puisqu'on est tous les trois à peu près de la même génération. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce débat sur le développement durable un petit parfum des années 70 ? Moi je me souviens de ma jeunesse où on lisait Le Sauvage ou La Gueule ouverte. Alors je précise pour les auditeurs qui seraient beaucoup plus jeunes que nous que Le Sauvage était un supplément du Nouvel Observateur dans les années 74-75, qui était très, très avancé sur les questions écologiques, et que La Gueule ouverte était une version Charlie Hebdo écologique. Et il y avait un film, je vous invite à le revoir, qui s'appelait L'An 01, de GB, qui était dessinateur à Charlie, et qui était un film où on disait, on arrête tout, et puis on regardait la thématique du film, c'était ça. Et on posait déjà, finalement, toutes les questions qu'on pose aujourd'hui dans ces années 70. Et de ces années-là, on est sorti, finalement, avec un plan de centrale nucléaire, avec les années 80 qui ont quand même plutôt été les années fric, et on a oublié tout ça. Et finalement, on n'avait sans doute pas les réponses. Est-ce qu'on a des réponses nouvelles aujourd'hui par rapport à des questions finalement qu'on posait, enfin, on voit aujourd'hui, quand on consulte le site de l'INA, on voit les interventions de René Dumont, par exemple. Il y a des parallèles qui sont assez étonnants. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment des réponses nouvelles ? Philippe Audic ou Pierre Biche, là-dessus, je vous laisse là. Ah bah tiens, je vais commencer peut-être cette fois-ci. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est on a tendance à sourire doucement quand on évoque cette période-là. Moi, je trouve qu'en définitive, cette période-là et les gens que tu as cités ont fait des choses. On raille beaucoup le Club de Rome, qui en 1972 a publié son fameux rapport qui s'appelait Halte à la croissance, et on rigole parce que en disant ben voilà, si en 1972 on avait été à la croissance, où est-ce qu'on en serait? Ben oui, on peut rigoler, mais il n'empêche que le Club de Rome et d'autres, et GB et l'An 01 ont posé des vraies questions qui rejaillissent maintenant justement à la sortie des années fric. Voilà, pour faire un petit peu court. Je crois que ce qui a changé fondamentalement depuis cette période, c'est que ces
discours-là était porté par à l'époque, par quelques huluberlus, quelques gauchos barbus, voilà. Et que maintenant, la différence essentielle, c'est que ces choses-là, ces préoccupations-là, ces questions-là sont portées par une large part de nos concitoyens. Alors, sont portées par, c'est une expression très, très, très ambiguë qu'il faudrait développer, mais on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, le changement, c'est qu'il y a maintenant des signaux forts qui indiquent que, voilà, cette espèce de prophétie elle a maintenant des sous-bassements dans la réalité qui sont reconnus et solidement identifiés. Philippe Audic, est-ce que vous avez des souvenirs de gauchos barbus pour les années 70 ? J'ai quelques souvenirs de cette période, effectivement. Je rappellerai qu'il y a d'ailleurs eu un mouvement qu'on peut peut-être rapprocher de celui des indignés ou des printemps arabes qu'on a connus très récemment, qui est évidemment mai 68, qui a quand même qui quelque part interrogeait le modèle de société. Alors on peut évidemment 40 ans après se dire qu'est-ce que ça a changé. Les 68 heures sont maintenant plutôt à la tête de nos systèmes de gouvernance, et finalement on constate que quelque part ils n'ont pas vraiment changé le modèle. Alors ce qui a quand même changé, me semble-t-il, et là d'un point de vue planétaire, parce que ce qu'on peut constater, c'est que nous, dans les années 70, nous étions dans des phases d'un développement extrêmement fort, avec encore sans doute des suites de la reconstruction après la guerre mondiale, après la Deuxième Guerre, avec un ascenseur social qui fonctionnait, avec du travail pour tout le monde dans les sociétés. On allait à l'école et on savait qu'on allait progresser, et c'était l'ambition de nos parents qu'on fasse mieux qu'eux. On avait une sorte d'admiration pour le progrès. Enfin, voilà, tout ça, c'était... Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, finalement, ils sont dans ces années, dans l'équivalent de nos années 70. Et on peut pas leur reprocher d'avoir un peu les mêmes rêves que ceux qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc oui, quelque part, on peut se dire qu'on reproduit un peu les choses. Je crois qu'on va terminer, mais simplement aussi peut-être pour dire qu'il y a quand même une grande différence, c'est qu'à l'époque, nous avions des États qui portaient des politiques d'aménagement de territoire, qui lançaient des grands projets. Vous avez fait allusion au programme nucléaire. Je rappelais l'autre jour que lors du Conseil des ministres, le dernier présidé par Georges Pompidou, avant son décès, qui a lancé le programme nucléaire, il a aussi lancé en même temps le TGV. TGV dont on dit aujourd'hui que, du point de vue des déplacements, c'est un système vertueux, quelque part, quand on parle de développement durable. Et peut-être que, alors c'est un peu une provocation, mais on en reparlera peut-être. Peut-être qu'il n'y avait pas eu le programme nucléaire, on n'aurait pas pu non plus développer le TGV comme il a été développé. Sur ce constat, on écoute un peu de musique avec Laura Marling. I was just a card, caught up in the stars, looking down to Mars. You know, I know something about you that you don't want me to know. Never found a solid hand till I found that man, till I found that man of mine. You're looking at me, thinking, ooh, am I? Never knew the sky was white till I took that flight, till I took that flight to him tonight.
was just a card caught up in the stars, looking down from Mars. You know, he knows. Fréquence citoyenne. Question d'économie ou de démocratie, parlons un peu aussi de démocratie. Quel que soit le modèle économique, un certain nombre de changements de mode de vie vont intervenir. Et ils ont déjà commencé et ils pourraient bien être tous pas forcément toujours très très agréables. Qu'est-ce qui, selon vous, va constituer le ou les noyaux durs dans le changement des comportements? C'est question de mobilité, question d'énergie, d'alimentation. Quel est un peu votre point de vue là-dessus? On commence par Pierre Biche pour cette fois. Bon, allez, allons-y. Je ne sais pas s'il y a des thèmes vraiment dominants. Je me lance et on verra. Je crois que la question de la mobilité va quand même être une question et déjà maintenant une question tout à fait forte. Mais il y en a d'autres. C'est la plus forte parce que elle interroge notre organisation territoriale. Alors voilà, je prends deux exemples pour illustrer cette question-là. Il y a les débats autour de la forme de la ville, autour de l'expansion géographique de la ville, de l'étalement urbain. Bon, voilà, ça c'est une question forte quand on constate que les penseurs, avec des guillemets autour, souhaitent la reconstruction de la ville sur elle-même et les habitants y continuent à rêver à leurs 100 ou 150 mètres de gazon. Voilà. Alors comment on va gérer démocratiquement cette question-là? Ça, c'est une question importante. Un autre signe parmi d'autres, c'est la question des déplacements internationaux, enfin, ou à longue distance. Il est devenu banal de choisir ses vacances alternativement entre l'Ardèche et les 100 € qu'il y a à payer pour le péage d'autoroute. Je ne sais pas si c'est ça exactement, mais peu importe. Et puis, finalement, les Baléares où, avec 150 € d'avion, on y est, quoi. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que il est devenu banal de faire des déplacements à longue distance en avion, par exemple. Est-ce que cette banalité-là sera vécue encore de cette façon-là dans quelques années ou quelques dizaines d'années? J'en suis pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est une question qui peut se poser. Mais il y a aussi d'autres thèmes importants, ceux de l'énergie, ceux de la place de ce que j'appelle pour l'instant la nature dans notre vie urbaine. Mais là aussi, il faudrait détailler beaucoup. Et selon vous, Philippe Baudig, je veux dire, les changements de comportement qui vont être les plus douloureux, ils vont se situer où? Et quels moyens on aura de les faire accepter toujours par la population? Alors d'abord, peut-être pour revenir sur la question, est-ce que c'est la mobilité, l'énergie ou l'alimentation, par exemple, pour moi, la réponse, elle est très simple, elle est très claire, c'est l'énergie. La mobilité, c'est forcément basé sur l'énergie. Et même la production des aliments et la transformation des aliments, c'est aussi derrière des questions énergétiques. Donc la question, le noyau dur, c'est certainement la question de l'énergie. Après, autour de ce constat que moi je fais, c'est bien l'économie d'énergie qu'il va falloir faire. Et cette économie, je pense qu'elle passera beaucoup par le prix. Et pour revenir sur une formule effectivement souvent utilisée au sein du Conseil de développement, la vertu avance plus vite lorsqu'elle chevauche l'intérêt. Et dès lors qu'on va aller vers inexorablement des évolutions à la hausse des prix des énergies, il faudra s'interroger sur comment on permet quand même à tous les citoyens dans nos sociétés d'avoir le minimum énergétique qui va lui permettre de survivre dans la société et d'assurer ses besoins élémentaires. Donc pour moi, les questions, elles vont tourner autour de, l'énergie. Et je pense que finalement, le prix est sans doute le moyen qui va faire bouger les choses. On voit bien quand le prix du litre d'essence ou de gasoil augmente, on constate assez vite
que les gens font attention et finalement que les consommations baissent. Donc on voit bien que ce vecteur est important et dès lors qu'on fait ce constat, il faut s'interroger sur comment on fait quand même pour que nos citoyens, y compris les plus démunis, puissent vivre dans cette société et donc avoir leur part minimale d'énergie pour assurer cette position dans la société. Est-ce qu'avec cette question de l'énergie, on ne fait pas finalement le lien entre la question économique et la question démocratique, puisque cette fameuse précarité énergétique, c'est aussi un gisement économique, c'est un gisement de travaux de réhabilitation qui sont extrêmement importants. Donc là, c'est que finalement, on n'a pas fait le lien entre les deux. Ou qu'est-ce que... Alors, je voudrais reprendre un petit peu ce que disait Philippe tout de suite, et rajouter un petit grain de sel sur cette affaire pour que la question de l'énergie soit finalement centrale. Moi, je suis évidemment assez en accord avec ça. Mais je voulais rappeler que, en revenant un petit peu sur les années 70, qu'une des grandes questions qui se posait de mémoire vers 78-79, c'est comment on fera quand le litre d'essence, si jamais le litre d'essence arrivait à 1 franc. À 1 franc. Maintenant, on est à 1,30 ou 40 euros, je ne sais plus, ça doit faire 8 ou 9 francs, et notre parc automobile et la consommation de nos bagnoles a continué à augmenter. Ceci pour dire que moi, j'adhère complètement à l'idée que c'est pas avec des bons sentiments qu'on fait bouger les choses et que le signal prix, l'approche économique est évidemment complètement primordiale. Et la question est bien de savoir comment on fait passer dans le monde économique un certain nombre de signaux, alors à caractère environnemental pour rester sur la thématique qu'on développe là, qui soient suffisamment forts et perceptibles pour faire bouger l'équipe. Donc il y a derrière ça des réformes de structure fortes à engager. Mais en même temps, on voit bien que le signal économique en tant que tel ne peut pas être suffisant. Et on tombe inévitablement sur la question, alors on peut le dire de différentes façons, la question encore une fois de la gouvernance ou la question des formes de régulation autres que par le marché, qui est une question fondamentale, qui nous ramène au passage d'ailleurs, alors sur la question de la démocratie, mais ça on va peut-être y revenir un tout petit peu tout à l'heure, mais aussi sur la question de l'Europe qu'on évoquait il y a quelques instants. Mais revenons justement à la question de la démocratie, parce que vous avez dit l'un et l'autre qu'il y a des changements qui peuvent effectivement être douloureux, en tout cas assez peu agréables pour les citoyens. Est-ce que la démocratie a une limite de résistance à tout ça? Il y a un certain nombre d'auteurs. On avait reçu au Conseil de développement Jean-Marc Jancovici il y a quelques années, et qui avait, lui, tenu ce discours-là en disant si on ne fait pas un certain nombre de choses, il y a un moment où la démocratie ne sera plus suffisante. Est-ce qu'il y a un risque un jour de dictature écologique quelque part en Europe pour faire appliquer un certain nombre de principes? Allez, je commence encore. Dictature écologique, à vrai dire, moi, je pense pas vraiment que les choses se passeront comme ça. Il me semble que la dictature qu'on peut craindre, c'est beaucoup plus la dictature, alors, comment dire, de la pesanteur portée par une certaine forme d'organisation du marché qui considère que ce qui se passe après-demain n'a pas d'importance aujourd'hui. On est quand même bien dans ce modèle-là. Ce que moi je craindrais beaucoup plus, c'est les formes de régulation brutales. Alors il y a plein de signaux qui sont déjà à l'œuvre autour de ça. Faute de solutions démocratiques, on va trouver d'autres solutions qui risquent d'être des solutions beaucoup plus violentes pour résoudre des contradictions qui sont ou pour sortir de ce qui apparaît comme étant des impasses. Voilà, c'est beaucoup plus ça que moi je crains. Philippe Audic, démocratie écologique ou dictature écologique? En tout cas, je pense qu'on évoluera et on ne progressera que si tous les acteurs de la société acceptent de travailler ensemble sur l'évolution de notre modèle de société. Donc ça veut dire effectivement les entreprises, les associations, les citoyens, les collectivités. Si on est capable de travailler tous ensemble, peut-être qu'on va préserver notre modèle démocratique. Par contre, si nous ne sommes pas capables, alors on
on a évoqué ça. On peut à un moment aller vers des mouvements violents. Et derrière les mouvements violents, tout est possible. Alors, dictature écologique, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais oui, ça peut faire partie des hypothèses qu'il ne faut pas écarter, ou en tout cas des risques. Ça vous paraît un risque, oui, c'est envisageable, l'un ou l'autre. Je pense que si à un moment on est sur, comment dire, des constats tels, on parle de changement climatique, on parle de montée des eaux, des océans, on parle de risques, et on les a constatés déjà dans nos régions, par rapport aux populations qui vivent dans ces endroits-là, on voit bien que si les choses ne se font pas d'une manière démocratique, à un moment, il peut y avoir des contraintes qui vont obliger les populations à bouger, qui vont... Alors, est-ce que c'est ça la dictature écologique? Mais on peut être face à un moment à des politiques extrêmement contraignantes. Oui. Un mot, Pierre-Mich? Juste un mot. Regardons comment peut évoluer la Chine. Voilà. En Chine, les questions économiques et les questions environnementales se posent d'une façon tout à fait particulière dans un système qui n'a pas grand-chose de démocratique. Alors tout est ouvert, mais je trouve que cette image-là, elle est importante pour savoir, parce qu'elle nous permet de nous poser les questions justement sur l'avenir démocratique ou autoritaire de notre système, de nos systèmes de gouvernance à l'échelle mondiale. Merci à tous les deux. En tout cas, en une heure, on n'aura sans doute pas fait le tour d'une question aussi vaste que les problèmes, tout ce qui se pose comme problème économique ou démocratique en matière de développement durable. Mais en tout cas, on aura essayé d'éclairer un peu les auditeurs du Radio Nantes. Et je remercie encore cette radio de nous avoir donné cette possibilité d'expression. Et on continuera effectivement avec le Conseil de développement sur d'autres thèmes à l'avenir. On reparlera mobilité, on reparlera habitat, et on retrouvera un peu toutes les thématiques du développement durable là, que vous avez évoquées l'un et l'autre. On le fera au fil des mois. En tout cas en essayant toujours d'apporter ce regard citoyen, ce regard un peu décalé et cette capacité à poser des questions qui peuvent être quelquefois un peu, en tout cas pas forcément dérangeantes entre guillemets, mais en tout cas un peu pointues sur les politiques publiques. Merci à tous et à bientôt. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Radio Nantes vous a présenté Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet eradionantes.eu.